Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce rendez-vous annuel des vœux qui est si particulier cette année puisque nous ne pouvons pas nous retrouver comme chaque année physiquement et je crois qu'à toutes et tous, ces moments festifs nous manquent cruellement. Alors cette année, nous avons essayé d'innover, d'expérimenter quelque chose pour quand même se retrouver et j'espère que ce format numérique vous plaira. Parce qu'il me tenait à cœur qu'on se retrouve quand même si c'est via les réseaux, pour deux raisons. D'abord pour dire que même si nous sommes confinés, eh bien, les liens que nous avons entre êtres humains dans la société ne sont pas rompus et que nous sommes toujours ensemble. Et puis pour une deuxième raison qui est très importante, qui est que la politique ne peut pas et ne doit pas s'arrêter à cause d'un virus. Parce que la politique, lorsqu'on écarte les magouilles de quelques politiciens, la politique c'est d'abord et avant tout notre mode d'organisation de vie commune. Et je crois que plus que jamais, nous avons besoin de réfléchir à comment nous sortir de l'impasse de ce coronavirus. Alors, pour ces vœux, il y a eu un gros travail derrière ces vœux, donc je voulais remercier infiniment mon équipe, Elmi, Linda, Rim et Lorraine, et remercier infiniment ceux qui sont derrière les caméras actuellement, Philippe Adnaud, les deux Michel et Loïc qui ont organisé superbement ces vœux, donc merci beaucoup à eux. Quand j'ai dit à des gens autour de moi que j'allais organiser des vœux numériques et que je discutais un peu avec eux de ce que j'allais dire dans ces vœux, beaucoup m'ont dit « Oh là là, moi je ne me risquerais pas à faire ça. J'ai fait des vœux dans l'année 2020 et elle était tellement terrible que je n'oserais pas souhaiter quelque chose à quelqu'un pour l'année 2021. » C'est vrai que l'instant que nous vivons est noir par beaucoup d'aspects. C'est vrai que les horizons s'obscurcissent, mais je crois que nous avons beaucoup à souhaiter pour cette nouvelle année 2021. Et je veux commencer cette soirée par avoir une pensée très forte pour toutes les familles qui sont endeuillées dans notre pays. Je veux penser à toutes celles et tous ceux qui ont craqué durant cette période, qui se sont effondrés, à toutes celles et tous ceux qui ont été touchés de plein fouet par cette crise et qui aujourd'hui ont basculé dans la précarité ou dans la misère. Je veux avoir une pensée amicale pour toutes celles et ceux qui ont ressenti la solitude ou l'abandon, et particulièrement à la jeunesse de notre pays. Je veux enfin avoir une pensée émue pour tous ceux qui ont aujourd'hui le moral miné par la situation que nous sommes en train d'endurer. À vous, je vous fais cette promesse. Les jours heureux ne sont pas une idée vaine ou un concept vide. Faire naître un monde meilleur n'est pas un horizon si lointain. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes en réalité des millions à le souhaiter et à pouvoir le faire advenir. Alors la crise que nous avons traversée en 2020 est une crise historique qui a montré les limites cruelles du capitalisme et de la destruction de l'État et des services publics par l'oligarchie. Macron et son gouvernement ont pavané partout, sur les télés notamment, fiers d'eux, sûrs d'eux et arrogants, alors qu'ils ont failli sur tout. Ils ont failli sur les masques, ils ont failli sur les tests, ils ont failli sur le vaccin. Et pire, alors que ce sont leurs politiques qui nous ont amenés dans l'impasse, eh bien ils continuent les mêmes recettes qui mènent au même désastre. Dans la destruction des 100 000 lits en 20 ans, Emmanuel Macron notamment est responsable et l'idéologie qu'il porte est responsable de cela, en plus des gouvernements précédents. Eh bien dans le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, que nous avons voté en fin d'année, je crois que c'était novembre ou décembre, il demande de nouveau à l'hôpital public de faire 800 millions d'euros d'économies pour 2021. Il demande encore à 13 hôpitaux dans le pays de fermer des lits. C'est absolument inacceptable. Ils ont continué, le sourire aux lèvres, à réduire nos libertés comme on ne l'avait pas vu depuis l'occupation dans notre pays. Et cette gestion catastrophique de la crise et de nos vies a prouvé que Macron et ses sbires étaient des hommes d'un monde qui est aujourd'hui à l'agonie. En 2020, leur monde a été mis à nu. Ceux que l'oligarchie glorifiait, les traders, les actionnaires, eh bien, n'ont pas contribué à sauver le monde. Les multinationales, qui sont les joies de notre économie, ont continué à se gaver à tel point et se sont gavés tellement honteusement sur le malheur national qu'ils ont maintenant un nom, les corona-profiteurs, et ont licencié à tout va et continué à détruire nos écosystèmes. Leur inutilité et leur nocivité est apparue de manière flagrante.
Mais l'année 2020 ne leur appartient pas. Non, l'année 2020 appartient à toutes celles et tous ceux qui ont contribué aux fonctions essentielles de la dignité de notre nation. À celles et ceux qu'on paye le moins dans notre société, à celles et ceux qui sont les moins reconnus dans notre société. L'année 2020 appartient aux soignantes et aux soignants, surtout aux soignantes et aux femmes. Elle appartient aux auxiliaires de vie, elle appartient aux caissières et aux caissiers, elle appartient aux agents de sécurité, aux éboueurs et à toutes celles qui font ce travail qui est absolument essentiel dans notre société. Dans l'année 2020, nous avons été certes confinés, mais il y a eu aussi des luttes extraordinaires qui ont rallumé des étoiles d'espoir un peu partout dans notre pays. Rien n'a arrêté ces luttes, ni le confinement, ni le couvre-feu, et je vous assure qu'elles vont continuer dans l'année 2021. L'année 2020, si on prend le début de l'année, a commencé avec la lutte contre la réforme des retraites. Et je tiens à dire qu'aucune lutte n'est jamais vaine. Parce que s'il n'y avait pas eu cette mobilisation massive, populaire, déterminée contre cette réforme des retraites, elle serait passée avant la période du coronavirus. Et dans la retraite à points qu'ils ont voulu nous mettre en place, eh bien cette retraite à points, votre pension est liée à la situation économique du pays. Et chacun et chacune comprend que lorsque la situation économique est telle que celle que nous connaissons aujourd'hui, chacun comprend alors que la pension de millions de retraités aurait baissé dans notre pays si cette réforme était passée. Cette lutte a permis de faire reculer le gouvernement et de faire en sorte que cette réforme n'ait pour l'instant pas pu avoir lieu et j'espère bien qu'on arrivera à la faire abandonner complètement. Et puis l'année 2020, elle a aussi terminé sur une lutte magnifique qui sont les marches pour la liberté contre la loi sécurité globale et contre les mesures liberticides, qui a vu notamment une jeunesse se lever, déterminée et qui continue là aussi en 2021. Et cette lutte-là, on va la continuer plus que tout à l'Assemblée, ne vous inquiétez pas. Et puis, je pense à d'autres luttes qui ont eu lieu dans notre pays et qui sont des luttes importantes. Je pense notamment aux extras. Les extras, c'est ceux qui travaillent dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans l'événementiel, ceux qui servent vos assiettes, ceux qui vous accueillent dans des événements, ceux qui vous accueillent au restaurant. Eh bien, ces 2,2 millions de personnes ont été laissées sans aucune solution. Et il y a eu une lutte exemplaire qui a été menée notamment par Hassen avec le collectif des précaires de l'hôtellerie, de la restauration et de l'événementiel pour alerter le gouvernement, pour que le gouvernement enlève ses œillères sur la mort sociale à laquelle ils les ont condamnés. Alors pour l'instant, cette lutte n'est pas gagnée, mais on va la continuer et je vais vous laisser écouter Hassen la raconter. Bonjour, je suis Hassen Azem, intermittent du travail, maître d'hôtel en extra, et depuis le mois de mars dernier, depuis le début de cette crise sanitaire, je ne travaille plus. Nous sommes en train de subir une catastrophe sociale sans précédent, et le gouvernement n'arrange en rien notre situation. Nous qui sommes plus de 2 millions d'intermittents du travail, toujours méprisés, toujours marginalisés par ce gouvernement et par sa politique sociale. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune mesure d'urgence qui a été mise en place pour nous sauver de cette mort sociale. Fort heureusement, il y a des soutiens qui sont à côté de nous depuis le départ. Et l'une de ces personnes qui nous soutiennent, c'est Mathilde Panot. Je tiens à la remercier du fond du cœur de tout ce qu'elle a fait pour nous. Et c'est un soutien de la première heure, elle est toujours là présente. Merci Mathilde. On va continuer le combat, on ne lâchera absolument rien jusqu'à ce qu'on atteigne la victoire. Merci à vous. Hassen et tous les extras mènent une lutte pour l'intérêt général pour que 2,2 millions de personnes ne soient pas condamnées à la mort sociale dans notre pays. Et je crois qu'au fond, la lutte que mènent Hassen et les extras est une parfaite définition de ce que c'est l'insoumission, ne pas accepter la situation telle qu'elle est et se battre pour remettre le monde à l'endroit. Alors il y a une autre lutte dont je voudrais vous parler qui a eu lieu cette année et puis un bout de l'année dernière, parce que ça fait un bon bout de temps d'ailleurs qu'on est en train de mener cette lutte. C'est une lutte pour faire reconnaître au gouvernement et aux puissants un problème qu'ils considèrent comme absolument pas important, jusqu'à qu'ils y soient confrontés. Et là, ils le prennent un petit peu plus au sérieux, mais pour l'instant, qu'ils ne considèrent pas comme étant une lutte importante, qui est
la lutte contre les punaises de lit, pour faire reconnaître les punaises de lit comme une problématique de santé publique. Parce que les punaises de lit, vous savez, c'est ces petites bêtes qui se retrouvent chez les gens, avec lesquelles des gens ont été confinés quand même cette année, et qui pourrissent la vie de millions de familles dans notre pays, qui n'arrivent plus à dormir, donc se font piquer toutes les nuits, prennent des antidépresseurs parfois parce qu'ils n'arrivent plus à dormir, parfois enlèvent une pièce de leur logement qu'ils n'utilisent plus parce qu'il y a des punaises de lit. Bref, c'est l'horreur pour beaucoup de familles et l'État ne fait rien, si ce n'est livrer les familles à eux-mêmes, qui achètent eux-mêmes des produits ou alors qui se tournent vers des entreprises privées qui pratiquent des prix extrêmement onéreux. Et donc, nous avons mené une campagne pour que enfin ce problème soit pris à bras le corps et soit traité et reconnu comme un problème de santé publique. Et à Marseille, ils ont mené une lutte particulièrement exemplaire sur cette question pour aider ces familles, puisqu'il y en a dans de nombreuses écoles, il y en a à l'hôpital. Et Katia Yacoubi a été une de celles qui a animé ce collectif contre les punaises de lit. Et là aussi, je vais lui laisser la parole. Coucou, je souhaite à Mathilde et à son équipe tous mes meilleurs vœux de cause commune pour l'année 2021. Des causes communes que nous avons défendues ensemble, notamment sur la question des punaises de lit, avec l'intercollectif marseillais regroupant 20 organisations dont je fais partie, notamment du milieu social, mais aussi politique, syndical. Nous avons porté un constat suite à un travail de terrain considérable. Et Mathilde, qui est venue nous rendre plusieurs fois visite, a supporté nos revendications à travers une proposition de loi invitant le gouvernement à l'Assemblée nationale à engager un plan d'urgence de prévention et de lutte contre les punaises de lit. Nous avons ainsi mené avec elle des actions de désinsectisation montrant qu'avec un outil, donc la machine à vapeur dans des appartements infestés de punaises de lit, nous pouvons nous débarrasser des punaises et des familles ont pu s'en débarrasser de cette manière-là. Or, la demande est trop grande, les familles sont trop nombreuses à être infestées par les punaises de lit et la question des punaises de lit doit être alors de l'ordre de la santé publique et c'est ce que nous défendons. Elles sont une horreur au quotidien, c'est ce que nous disons pour des centaines de milliers de familles. Elles ne sont pas de simples nuisances comme on voudrait bien nous le faire croire. Et parce que elles provoquent des démangeaisons qui font très très mal, parfois des allergies, voire des anémies chez les personnes âgées, mais aussi des crises d'angoisse, des insomnies, un état d'hypervigilance. La vie sociale et la santé mentale en fait sont fortement impactées. Par conséquent, ce sujet d'intérêt public pour la santé de nombre de nos concitoyens doit être traité comme tel. C'est ce que nous disons par les pouvoirs publics. Et c'est le sens de la campagne que nous avons lancée ensemble avec Mathilde et son équipe, mais aussi d'autres. Je pense à l'association Droit au Logement, la CNL ou la CLCV. Voilà. Donc, moi, je dis que nous devons continuer ce combat et nous allons le faire avec Mathilde et son équipe, à travailler avec les collectivités territoriales, mais pas que, mais aussi l'État, pour faire naître un service municipal de proximité. Je croise les doigts, que cette année 2021 donc, puisse aboutir à cette cause commune et à d'autres à venir. Et notre avenir en commun, il ne faut pas l'oublier, hein, est entre nos mains. Bonne année, meilleurs vœux à Mathilde et son équipe. Bisous. Cette lutte qui est menée à Marseille, c'est la preuve qu'on ne s'en sortira que par la solidarité et que nous avons de la force lorsque nous sommes ensemble. Nous sommes, à la France Insoumise, très attachés à la solidarité. Nous sommes le mouvement de la solidarité face aux égoïsmes d'Emmanuel Macron ou encore pire, de Marine Le Pen, ou voire encore pire, je ne sais pas, parce qu'ils sont souvent la main dans la main, les deux entre eux. Et je crois qu'en termes de force, il y a des victoires qui donnent beaucoup de force, et c'est le cas cette année aussi, de Anthony Smith. Alors Anthony Smith, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est un inspecteur du travail qui a été mis à pied par l'ancienne ministre du Travail, Madame Pénicaud, qui par ailleurs,
Vous savez, c'est celle qui avait récupéré 1,2 million à Danone, alors qu'il y avait des milliers de licenciements à Danone à ce moment-là. Bon, voilà, c'est cette ministre du Travail-là. Et donc, elle a mis en pied Anthony Smith parce qu'il avait osé, pendant le premier confinement, demander à une entreprise qui employait des aides à domicile, donc qui vont voir des personnes fragiles, qui vont voir des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, de fournir à leurs salariés des masques. Donc des masques indispensables pour se protéger. Alors maintenant, le masque est obligatoire, mais à l'époque, vous vous rappelez, il fallait avoir fait Polytechnique pour faire un masque, les masques n'étaient pas nécessaires, etc. Et donc, Anthony Smith s'est mis à pied pour avoir demandé ces masques et donc avoir fait juste son travail d'inspecteur du travail. Et il pensait qu'en attaquant Anthony Smith, qui était un signal à toute l'inspection du travail, de taisez-vous et n'embêtez pas les entreprises, sinon vous aurez affaire à nous, il pensait qu'il pourrait s'attaquer à Anthony Smith sans bruit. Eh bien, ils se sont retrouvés face à un énorme élan de solidarité face à Anthony Smith. Je suis la coprésidente de son comité de soutien et le gouvernement a reculé sur cette question. Et donc, Anthony Smith a gagné et je vais laisser Anthony Smith raconter cette victoire. Bonjour à toutes et tous, Anthony Smith, responsable syndical au ministère du Travail. 2020, ça a été une année difficile pour tout le monde, sur plein de plans et pour plein de choses. Pour moi, personnellement, ça a été extrêmement compliqué. J'ai tenté pendant Covid, pendant le premier confinement, dans le cadre de l'exercice de mes missions, eh bien de chercher à protéger les salariés d'une association d'aide à domicile en préconisant la mise à disposition d'équipements de protection, de toute une série de choses, de masques. Et j'ai été pour ça suspendu pendant 4 mois, puis déplacé d'office. Ça a été une bataille assez énorme qui m'a largement dépassé. Une pétition avec plus de 150 000 signatures, des centaines et des centaines de soutiens syndicaux, politiques, associatifs, des gens, quoi. Et puis, parmi tout cela, il y a eu le soutien énorme, fort, solidaire, beau de la France insoumise, de ses militants, de l'espace des luttes, du groupe parlementaire. Et puis, parmi tous ces soutiens, il y a eu Mathilde. Il y a eu cette voix forte au perchoir de l'Assemblée. Il y a eu ce soutien dans les luttes à chaque moment. Cette sympathie, cette gentillesse et en même temps cette détermination, cette fermeté et cette capacité à porter la voix, à porter les luttes, à être avec dans la lutte et dans la mobilisation. Et ça, évidemment, c'est énorme. Et pour 2021, s'il y a un truc qu'il ne faut pas changer, Mathilde, eh ben c'est ça. Bonne année à toutes et tous. Ce que prouve cette lutte, c'est que même dans les noirceurs de certains instants, eh bien l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Il y a toujours, et rappelez-vous-en toujours, il y a toujours des alternatives. Et ce que nous disons à la France insoumise, c'est que le peuple doit avoir confiance en lui parce que le peuple est la seule solution et est le seul moyen pour faire dégager les forces de l'argent et inventer un autre monde collectivement. Et c'est cet espoir que nous voulons porter haut et fort. Ne nous résignons pas. Si nous levons la tête et nous regardons un peu autour de nous, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous inspirer. Il y a eu dans le monde plusieurs révolutions citoyennes victorieuses et je vais commencer par celle qui a débuté l'année et qui me tient énormément à cœur, qui est celle de l'Argentine, où une mobilisation historique de femmes, notamment, mais pas que, mais surtout de femmes, a permis de conquérir le droit à l'avortement pour toutes sans condition. Ou encore en Inde, où des millions de paysans sont descendus dans la rue pour lutter contre une réforme agricole qui allait faire mourir les petits paysans et encore une fois engraisser l'agro-industrie. Eh bien, le gouvernement a là aussi plié, reculé et remballé sa réforme. Et chez nous, nous savons qui sont les responsables. Les responsables, ce sont ceux qui prennent des décisions au jour le jour, sans rendre de compte à personne, souvent seuls, dans des conseils de défense où ils sont couverts par le secret défense et donc protégés, et où ils décident quand est-ce que nous pouvons sortir de chez nous, à quelle heure, avec qui. Ceux qui, plutôt que de prendre des mesures sanitaires, préfèrent prendre des mesures autoritaires. Ce sont ceux qui laissent la police absolument sans contrôle livrée à elle-même, qui aujourd'hui nous couvre de honte puisque la France, pays des Lumières, qui autrefois a été vanté dans le monde entier comme le pays des droits humains et du citoyen, est aujourd'hui utilisé par les pires dictateurs comme un exemple de la répression pour réprimer les populations dans le monde. Et nous ne sommes pas dupes aujourd'hui de comment les puissants essayent de nous refourguer le monde d'avant et de continuer coûte que coûte ce modèle-là.
Ils ont cassé le code du travail, ils ont cassé nos services publics, ils ont cassé l'hôpital public et la santé en général. Ils ont détruit les écosystèmes, mais il y a des choses qu'ils ne pourront jamais casser en nous. Il y a des ressorts chez l'être humain qu'ils ne pourront jamais nous enlever. L'envie de dignité, l'envie de solidarité sont des choses qui sont inhérentes aux êtres humains. Les êtres humains sont avant tout des êtres humains de solidarité et ce sont des choses que jamais les puissants ne pourront nous enlever. Durant cette crise, c'est la solidarité qui a permis à beaucoup de gens de garder la tête en dehors de l'eau. Et je voulais vous donner un des témoignages, un des nombreux, on aurait pu en choisir beaucoup, mais un des témoignages de Zina Ziani, qui est présidente d'une association au Kremlin-Bicêtre qui s'appelle L'un et l'autre et qui va vous raconter ce qu'ils font dans cette crise sanitaire. Je suis présidente de l'association L'un et l'autre, association humanitaire d'aide alimentaire qui sert depuis 17 ans des repas aux plus démunis, des repas chauds à la Villette. Nous sommes installés depuis 1 an au Kremlin-Bicêtre et nous avons la volonté d'un ancrage local, en aidant les populations de proximité. Nous accueillons depuis environ 1 an 80 familles pour leur distribuer des colis alimentaires. On aimerait faire plus, aller vers les étudiants, les personnes isolées, les personnes handicapées, les seniors, livrer à domicile des repas qui seraient donc préparés dans nos cuisines. Je remercie Mathilde Panot pour l'aide qu'elle nous a apportée dans les différentes démarches de ces derniers mois. Merci. Ces visages de tous ces bénévoles associatifs, de tous ces insoumis qui partout dans le pays ont organisé des collectes solidaires, de tous ces jeunes qui, ou moins jeunes d'ailleurs, qui font des maraudes dans notre pays, ces visages sont l'honneur de notre République et donnent chair à notre devise « Liberté, égalité, fraternité ». Pendant toute cette année, avec le groupe parlementaire de la France Insoumise à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, nous avons formulé beaucoup de propositions de loi. Nous avons fait des plans, nous avons fait, notamment sur le déconfinement qu'ils ont complètement raté, nous avons fait des guides pour les étudiants, pour les salariés. Nous avons fait un plan d'alternative au confinement en disant on ne peut pas continuer dans cette situation qui est tellement coûteuse sur le plan humain et social, sur le court et sur le long terme. Nous avons fait un contre-budget. Bref, nous avons travaillé pour montrer que oui, nous pouvions et nous devions faire autrement. Et je crois que s'il y a une chose qu'il faut retenir de cette crise, de positif, c'est que cette crise est d'abord et avant tout une formidable occasion de tourner la page de Macron et de son monde. Il n'y a aucune fatalité dans ce que nous vivons. Tout ce que nous vivons est issu de choix politiques. Je vais vous donner un exemple. En 2018, ma collègue Caroline Fiat a écrit un rapport sur la situation des EHPAD. Vous savez, nous sommes dans une situation où dans les EHPAD, tant de gens, tant de personnes âgées sont mortes dans la solitude sans avoir vu leurs proches. Eh bien, en 2018, Caroline Fiat, dans ce rapport, montrait qu'il y avait besoin de 210 000 soignants pour traiter avec dignité les personnes âgées dans notre société. À l'époque, ces 210 000 soignants, ça coûtait 8 milliards, on nous a dit on n'a pas l'argent. Ah bah ça tombe bien parce que la suppression de l'impôt de solidarité, je rappelle de solidarité sur la fortune, en 2018 et en 2019, c'est 4 milliards chaque année, c'est 8 milliards. Eh bien, s'ils avaient mis l'argent plutôt que de le rendre aux riches, s'ils les avaient mis dans les EHPAD, nous n'aurions peut-être pas eu la situation d'hécatombe que nous avons eue pendant cette crise sanitaire. Donc tout est issu de choix politiques et il est de notre responsabilité historique d'en faire d'autres et d'en faire des plus justes. Nous pouvons mettre fin au règne du monarque présidentiel qui décide de tout seul avec la 6e République, la constituante, le référendum révocatoire et le référendum d'initiative citoyenne. Nous pouvons déclarer que la santé est un bien commun. Nous pouvons renforcer les services publics. Nous pouvons partager le travail pour qu'on travaille toutes et tous et qu'on travaille mieux. Nous pouvons sortir des traités européens qui asphyxient les peuples et nous empêchent d'investir dans nos économies. Nous pouvons créer des millions d'emplois dans la bifurcation écologique et solidaire dont l'humanité a tant besoin. Nous pouvons éradiquer la misère. Nous pouvons faire tant de choses. Nous ne sommes pas condamnés à vivre toujours plus mal. Alors c'est dans cet esprit que nous avons lancé la démarche pour la campagne présidentielle. Nous sommes pour soutenir
la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle de 2022. 2022, c'est l'année où tout va se décider. Nous sommes dans une décennie décisive. Et donc, en 2022, nous pouvons choisir collectivement quel avenir nous voulons. Et cette élection prend du coup toute sa force justement parce qu'elle emportera des choix décisifs pour notre futur. Alors, si en 2022, pour construire cette alternative au macronisme et au duo Macron-Le Pen qu'on nous annoncerait comme une évidence pour tourner cette page-là, eh bien nous sommes en train de construire une majorité d'adhésion autour de causes communes, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, l'alimentation que nous mangeons, la santé, l'éducation, autant de choses qui sont des droits fondamentaux et qui permettraient à notre pays de retrouver un horizon heureux. Vous pouvez toutes et tous vous joindre à cette démarche, vous pouvez contribuer au programme, vous pouvez rejoindre le réseau social Action Populaire. Bref, vous êtes bienvenus dans cette campagne pour construire ces horizons heureux. Alors peut-être, avant de vous quitter, je voulais vous dire quelques mots d'Harriet Tubman. Mais avant de vous les dire et pour que ces mots prennent toute leur force, je voudrais vous raconter qui est cette femme. Harriet Tubman est une icône de la lutte antiraciste. C'est en 1820, donc elle naît aux États-Unis, de parents esclaves. Elle-même, à 6 ans, est louée à une famille comme femme de ménage et nounou, donc elle est avec le bébé de la famille. Et chaque fois que le bébé pleure, eh bien, Harriet, qui a 6 ans, je le rappelle à l'époque, est fouettée et elle gardera ses marques à vie. À 27 ans, elle parvient à s'enfuir dans des conditions extrêmement compliquées, puisque à l'époque, ils vous envoyaient des chasseurs de primes derrière vous. Et elle ne décide pas seulement de s'enfuir et de se cacher et d'oublier. Elle revient. Elle revient dans le Maryland, là où sont les plantations, 19 fois. D'abord une première fois pour sauver sa famille et 18 autres fois. Elle sauve 300 esclaves. Pas un ne mourra sur le chemin et jamais elle ne se fera prendre. Et puis, un peu après, en 1863, on la retrouve à la tête d'une bataille navale en Géorgie. Et lors de cette bataille, elle arrive à sauver 750 esclaves. Et voilà les mots que cette femme magnifique et extraordinaire prononce, que je voudrais vous donner avant de terminer ses vœux. Chaque grand rêve commence par un rêveur ou une rêveuse. Rappelez-vous toujours, vous avez en vous la force, la patience et la passion pour atteindre les étoiles et changer le monde. Je vous souhaite pour cette année 2021 de la douceur, de toujours vous rappeler de notre force collective et de ne jamais vous résigner. Que 2021 soit solidaire et combative et une très belle année 2021 jusqu'à la victoire en 2022. Merci à vous et au plaisir de vous revoir bientôt.